J'ai vu en licence, mais là, on va les reprendre parce que c'est très important. On peut les utiliser dans beaucoup d'algorithmes. Alors, on va beaucoup plus essayer de développer les listes chaînées de manière générale. Ensuite, on va voir la différence avec les queues ou files d'attente. On passera. Alors aujourd'hui, on va voir ces deux points-là, donc liste chaînée, queue et file d'attente. La semaine prochaine, on va s'attaquer aux piles et aux ensembles que vous n'avez pas vus, justement. Par contre, je suppose que vous les avez déjà utilisés dans certains programmes, certains langages de programmation. Bien, alors, les structures de données sont vraiment importantes pour la construction d'algorithmes. On ne peut pas construire des algorithmes sans penser à mettre des structures de données, parce que les structures de données, elles vont tout simplement représenter les données. Et donc, il faut bien les structurer si on veut avoir un algorithme efficace. Donc, un choix judicieux d'une structure de données permet d'obtenir une complexité réduite. Donc, c'est ça qui est recherché. À chaque fois qu'on a une problématique, on essaye de trouver une structure de données qui convient le plus. Parmi celles qui sont classiques, comme celles que je viens d'évoquer, mais parfois on est obligé, enfin on n'est pas obligé, mais on trouve intéressant de développer une structure de données sophistiquée de manière à ce que l'algorithme qu'on va écrire soit très efficace. Alors on voit ça beaucoup plus en M2, par exemple pour le module data mining. Il y a des structures de données très importantes qui nous permettent, très sophistiquées, très bien réfléchies, qui nous permettent de répondre aux problèmes, par exemple, de machine learning dont tout le monde en parle. Donc nous, les informaticiens, c'est ça notre job, c'est de développer une bonne structure de données comme, par exemple, les arbres de décision, FP3, il y a pas mal de structures de données et c'est notre rôle aussi de bien les comprendre afin de pouvoir justement acquérir ce savoir pour développer justement ces structures de données. Donc, le minimum, c'est les structures que vous allez voir dans ce chapitre-là. Ensuite, au second chapitre, on va parler d'autres structures de données un peu plus sophistiquées comme les arbres et les arbres de recherche, les arbres, le tas, les graphes, etc. Donc ça aussi, c'est des structures qu'on utilise beaucoup en ce moment, surtout avec tout ce qui est réseau social, réseau. Vous savez que tout est structuré en réseau. Donc notre rôle d'informaticien, c'est de bien les représenter en mémoire. Alors oui, alors on va voir les listes, les queues, les piles, les ensembles, comme je l'ai dit auparavant. Donc, on va commencer par les listes chaînées. Il faut bien comprendre d'abord ce que c'est qu'une liste chaînée. Une liste, c'est d'abord un concept mathématique qui est défini comme étant un ensemble d'éléments ordonnés. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir les développer par la suite. Donc, ordonné, c'est un mot qui est important. Alors, elle peut être représentée mathématiquement comme un ensemble. Si la liste est appelée L, elle va contenir A1, A2 jusqu'à AN. Les éléments AI, pour I allant de 1 jusqu'à N, et la notion d'ordre est très importante. Ça veut dire tout simplement que l'élément A qui se trouve à I plus 1, il doit suivre l'élément AI. Voilà, donc avant tout, il faut commencer toujours par les définitions, les théorèmes, les axiomes. C'est ça qui va nous permettre justement d'asseoir une bonne structure pour le concept.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme opération sur une liste chaînée? On peut rechercher un élément dans une liste parce qu'on a un chaînage, donc on peut très bien le suivre. Donc, enfin, on a un chaînage. Pour pouvoir faire cette opération-là, justement, il nous faut un chaînage pour justement tout simplement avoir cet ordre-là. On peut aussi insérer un élément dans une liste. Alors, ça peut être une liste triée. À ce moment-là, on a un emplacement. Voilà, pour ce qui est des listes chaînées, l'insertion se fait beaucoup plus dans une liste qui est triée à l'avance, mais on peut également supprimer un élément de la liste. Alors, vous me dites pourquoi on fait de l'insertion? Tout simplement parce que dans les applications informatiques, souvent on a besoin donc de gérer ces listes chaînées, de rajouter, de supprimer, etc. Un exemple classique, une liste de personnel. Et donc, quand on recrute, on va insérer dans la liste de la personne qu'on a recrutée dans la liste du personnel. Quand quelqu'un part peut-être en retraite ou quitte carrément l'institution, on va le supprimer de la liste. Donc, vous voyez que c'est des opérations qui sont très demandées, qu'on utilise le plus normalement possible en informatique. Alors, une fois qu'on a vu cette définition-là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir représenter la liste en mémoire. Alors, il y a deux manières de représenter la liste, soit avec une structure statique, comme le tableau, soit avec une structure dynamique. Alors, je commence par le tableau parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer les tableaux. D'ailleurs, on va le voir par la suite, que le tableau, parfois, il fait beaucoup mieux les choses que la structure dynamique. Alors, si on doit représenter la liste en mémoire avec un tableau, alors c'est bon, vous arrivez à voir, à suivre? Oui, Ok. Alors, vous pouvez me poser des questions à tout moment, hein, si vous n'arrivez pas, si vous avez tout simplement des éclaircissements à demander. Donc, voici comment on représente une liste avec un tableau. On va utiliser deux tableaux. Un tableau pour mettre ces éléments A1, A2, à A3 jusqu'à AN. Ça, c'est notre liste. D'accord? La liste L. Et puis, bien sûr, si on veut avoir un ordre, si on veut que A1 apparaisse avant A2, A2, A3, etc., il va falloir avoir un chaînage. Et le chaînage, alors, où est-ce qu'il est ça? Ah, tant pis. Alors, le chaînage, qu'est-ce qu'il nous renseigne? Il nous dit que ici, à 1, on l'a mis à 1. Ça, c'est l'indice, hein, c'est le tableau, l'indice du tableau. Alors, 1, c'est la tête, parce qu'une liste chaînée, elle commence toujours par une tête. Donc, la seule manière d'accéder aux éléments de la liste, c'est à partir de la tête. D'accord? Ensuite, donc, on va mettre le suivant de A1 qui est A2, on va le mettre A2. Le suivant de A3, on va le mettre A3, etc. Jusqu'à la fin. Et quand on a AN, ici, c'est l'élément, le dernier élément de la liste, on va tout simplement mettre -1 au niveau du chaînage pour dire que c'est la fin. Donc, on n'a pas d'autres qui suivent. Alors, quand on fait les choses de cette manière-là, comme on a vu qu'on a besoin de faire des insertions, des suppressions,
Et donc, si on a une insertion à faire, on va être obligé de prendre un espace qui est libre. C'est pour cela qu'on a une seconde liste ici d'éléments libres qu'on peut utiliser pour faire l'insertion. D'accord? Et quand on fait la suppression, il va falloir remettre justement cet élément à cet espace-là. Et donc, vous voyez bien que quand on gère une liste de cette manière-là, on aura toujours à gérer cet espace-là, la liste, mais également l'espace libre. Voilà. Donc, le tableau éléments contient les éléments de la liste. Le second suivant contient le chaînage qui spécifie l'ordre selon lequel les éléments se suivent dans la liste. La valeur -1 indique que l'élément correspondant n'a pas de successeur. Il est donc le dernier de la liste. Une liste chaînée est spécifiée à l'aide de l'indice du premier élément nommé tête. Hein, une liste, elle doit toujours avoir le début. Bon, moi j'appelle tête, vous, on peut très bien aussi l'appeler L ou autre. C'est une variable, tout simplement. Les éléments d'une liste peuvent être connus grâce à tête. Voilà, c'est la seule manière d'accéder aux éléments de la liste et au chaînage qui définit l'ordre d'apparition des éléments dans la liste. Une partie des deux tableaux est occupée par les éléments de la liste et l'autre est libre, permettant l'insertion d'autres éléments dans la liste. L'indice libre permet d'accéder à la zone libre du tableau. Donc, c'est une liste aussi et on peut accéder à tous ces éléments à l'aide de cet indice-là qui est libre. Toutes les cases vides sont accessibles à partir de libre et grâce au chaînage. Donc, tout compte fait, deux listes existent dans le tableau, tête qui permet de connaître les éléments de la liste et libre qui permet d'accéder à l'espace libre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va structurer notre liste chaînée et là, on va voir tout simplement tout ce qu'on peut faire comme travail. Alors, qui c'est qui attend encore? Sam Biver, on va mettre. Non. Voilà, donc on va commencer d'abord par initialiser les listes, tête et libre. Alors, initialisation, on suppose qu'au départ, on n'a aucun élément dans tête. Mais par contre, que tout l'espace qui nous est alloué est libre. Alors, on va utiliser, donc on a vu, hein, donc il faut déclarer éléments suivants comme des tableaux de 1 jusqu'à max d'entiers. Et on va donc déclarer tête et libre et une autre variable P qui va justement nous servir à parcourir les deux listes. Donc, ça va aller de -1 à max parce que la tête, si elle est égale à -1, ça veut dire qu'on n'a rien dans la liste. Donc, c'est que la liste est vide. Voilà, alors on commence par... bon, ça, il vaut mieux le faire parce qu'on ne sait jamais. Donc là, c'est tout simplement une initialisation qui va nous permettre de tout mettre à blanc. Voilà. Donc, pour P allant de 1 jusqu'à max -1, on va mettre à blanc. Et on va suivre le chaînage. Vous voyez bien que le chaînage, puisqu'il s'agit de tableaux, on va incrémenter à chaque fois le suivant. Et puis, donc, on va mettre tête qui est égal à -1 et libre qui est égal à 1. Ça veut dire que tout l'espace qu'on a mis à blanc, c'est un espace qui est libre. Alors, maintenant, on aura besoin dans les procédures d'insertion, de suppression, on doit savoir si la liste est vide ou si elle est pleine. Alors, c'est clair, on vient de voir que si tête est égal à -1, ça veut dire que la liste est vide, donc on va retourner
vrai pour la procédure liste vide. Sinon, on retourne faux. Elle est pleine lorsque tout simplement libre est égal à -1 et qu'on ne peut plus insérer. C'est pour ça qu'on a besoin de ces deux procédures. Donc, si libre est égal à -1, retournez vrai. Sinon, retournez faux. Et donc, à ce moment-là, on peut utiliser ces deux procédures pour rechercher dans un premier temps un élément X dans une liste non triée. Donc, on va tout simplement commencer. Donc, en entrée, on a tête. Hein, j'ai expliqué tout à l'heure que la seule manière d'accéder aux éléments de la liste, c'est à partir de tête. Donc, tête, elle peut prendre la valeur de -1 jusqu'à max. Et on va rechercher X, qui est un entier. En sortie, on va avoir la position de X dans la liste. Comme c'est des tableaux, donc on va tout simplement afficher la position ou l'indice de X dans la liste. Alors, on a besoin de ce P là pour pouvoir faire le travail. P, c'est un indice hein, du tableau ou des deux tableaux, -1 jusqu'à max. Alors, si on veut rechercher, d'abord, on va d'abord voir si la liste n'est pas vide, parce que si elle est vide, il n'y a rien à rechercher. Donc, si non liste vide, alors on va essayer de rechercher. Sinon, on va afficher que la liste est vide et que donc il n'y a pas il n'y a pas de recherche à faire dans la liste. Donc, si la liste n'est pas vide, on va commencer par mettre P égale à tête, parce qu'il faut toujours préserver la tête. Il ne faut surtout pas la modifier, parce que si on la modifie, on va perdre carrément tous les éléments de cette liste-là. Donc, on commence par une variable P qui est égale à tête, qui va nous permettre justement d'accéder aux éléments de la liste. Et à ce moment-là, on va pouvoir justement rechercher de la manière suivante. Tant que l'élément de P est différent de X, et tant que le suivant est différent de -1, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste, et tant que l'élément, on ne l'a pas encore retrouvé, on va tout simplement suivre le chaînage. Donc, P reçoit suivant de P. Une fois qu'on a fait ça, quand on sort de cette boucle, on a deux possibilités. Soit qu'on a trouvé l'élément X à P, à ce moment-là, on va retourner P, hein, la position de X dans le tableau. Sinon, si on arrive à la fin et qu'on n'a pas trouvé, on va tout simplement afficher X n'existe pas dans la liste. Voilà, donc c'est... donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est simple à faire. Donc là, on a parcouru toute la liste. Au pire cas, si X justement n'existe pas dans la liste. Et à ce moment-là, la complexité, vous voyez bien que c'est de l'ordre du nombre d'éléments de la liste. Donc, si N est le nombre d'éléments de cette liste-là, on aura O de N, tout simplement. Maintenant, on va passer à la suppression d'un entier X, d'une liste non triée toujours. Et à ce moment-là, si on a à supprimer X de la liste, dans un premier temps, il va falloir le rechercher. Donc, on aura un peu le début de ce qu'on vient de voir. Et puis après, on fait la suppression. Donc, comme tout à l'heure, donc on entrait en tête qui peut être égal à -1 jusqu'à max. Et X, c'est le X qu'on veut supprimer de la liste, s'il existe, bien entendu. Et donc, en sortie, vous voyez bien qu'on a tête, parce que la tête peut très bien changer. On va voir dans quel cas. Alors, quand est-ce que tête change? Si, par exemple, X se trouve tout à fait en premier, au niveau de la tête de la liste. À ce moment-là, on le supprime et on met à jour tête. Et libre, la même chose, donc c'est de -1 jusqu'à max. Alors, pour faire ce travail, on va avoir besoin de deux variables, P et Q. Parce que si on veut supprimer, il faut qu'on garde le précédent.
Et P et Q, c'est donc des positions dans les tableaux et qui peuvent être égales entre -1 et max. Alors, on commence à peu près de la même manière que pour la recherche. Donc, on commence à rechercher cet élément-là et puis on va procéder à la suppression. Donc, sinon, liste vide. Donc, si la liste est vide, on va tout simplement afficher liste vide. Il n'y a rien à supprimer. Sinon, si la liste n'est pas vide, on commence par mettre la tête dans P, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut préserver la tête de la liste. Et on va commencer par rechercher donc X dans la liste. Donc, tant que élément de P est différent de X et suivant de P différent de -1, faire. Alors, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est de préserver le précédent. Donc, on va mettre Q à P et on va faire avancer le P. P reçoit suivant de P parce que quand on va le trouver, on va justement changer le suivant de Q. Alors, une fois qu'on a fait cette recherche-là, on va voir. Donc, si l'élément de P est égal à X, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé. Alors, c'est là où il faut faire attention. Il faut d'abord tester si P est égal à tête. Alors, à ce moment-là, on le supprime, mais on met à jour tête. Tête, ça va être égal à suivant de P. Sinon, c'est suivant de Q qu'on a préservé qui va être égal à suivant de P. Et c'est cette instruction-là qui va permettre de supprimer l'élément de la liste. On va voir un exemple tout à l'heure. Mais bien sûr, une fois qu'on a fait cette suppression, il faut remettre l'élément qui était à P à libre. Donc on va mettre suivant de P reçoit libre et libre reçoit P. Voilà, donc c'est ça qu'il va falloir faire. Donc ça, c'est comme une insertion de cet élément qu'on a supprimé. On va l'insérer dans l'espace libre. Fin. Sinon, bien sûr, si on ne le trouve pas, c'est que il n'existe pas dans le tableau et donc à ce moment-là, on ne fait rien puisque l'élément ne se trouve pas dans la liste. Voilà, donc ça, c'est la suppression d'un entier X d'une liste non triée. Alors, pour insérer, bon, on est obligé de considérer le cas où la liste est triée parce que insérer un élément où on peut l'insérer un peu n'importe où, mais si on veut être pragmatique, donc l'insertion va se faire dans une liste qui est triée. Et donc, on va avoir la procédure insertion ou algorithme. Insertion. Donc, en entrée, on va avoir tête libre comme tout à l'heure. En sortie, on va avoir tête qui risque aussi de changer. Donc, il faut en sortie mettre tête comme variable qui change et puis libre. Pareil. Alors, c'est un peu comme tout à l'heure. Donc, on va avoir besoin de P, de Q pour pouvoir donc insérer, mais on va avoir besoin aussi d'une variable temporaire qui va nous aider justement à faire cette insertion. Alors, on commence d'abord, si on veut insérer, il ne faut pas que la liste soit pleine. Parce que si la liste est pleine, on ne peut pas faire d'insertion. Donc, si non liste pleine, alors. Mais sinon, on va signaler liste pleine. Alors, pourquoi, d'après vous, on va faire signaler que la liste est pleine? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alors, pourquoi, lorsqu'on veut insérer un élément dans une liste, il faut d'abord, ça c'est un effet de bord qu'il faut éviter. On ne va pas insérer dans une liste qui est déjà pleine. Mais par contre,
Si elle est pleine, on va dire, ah, la liste est pleine. Ça veut dire que je ne peux pas insérer cet élément-là. Alors, d'après vous, pourquoi il va falloir qu'on le signale? On signale que la liste est pleine. Alors, personne ne voit? Si, madame, on arrive à voir. Comment? Peut-être c'est pour signaler à l'utilisateur qu'elle est pleine, du coup, on ne peut pas insérer l'élément. Alors, très bien, vous m'avez fait penser à quelque chose. J'ai oublié de vous dire que tout ce qui se fait, donc tous ces algorithmes, quand on utilise une structure statique, c'est géré par le programmeur. C'est le programmeur. C'est vous et moi qui sommes en train de développer donc tous ces algorithmes-là. À la différence des listes structures dynamiques où c'est le système qui gère. Alors, c'est très bien. Donc, c'est le programmeur. C'est à moi que s'adresse, si je suis en train de programmer, cet affichage-là, c'est à moi qu'il s'adresse. Alors, pourquoi je veux savoir si ma liste... Parce que tout se passe au moment de l'exécution. Donc, à un moment donné, on ne sait pas si la liste est pleine ou vide quand on programme, mais c'est au moment de l'exécution que tout se passe. Et à un certain moment, la liste que j'ai prévue, par exemple, si j'ai prévu une liste de 100 éléments, quand j'écris ce message, alors je vais savoir que mes 100 éléments, ils sont tous occupés. Alors pourquoi je dois justement mettre ce message? Alors, si je sais qu'elle est pleine, qu'est-ce que je peux faire comme opération si je dois toujours insérer cet élément-là? Rajouter encore, ou bien, comment dire, Ouais, نكبروا la ouais. taille. Ouais, c'est exactement cela. Très bien. C'est donc, si j'ai prévu sans la taille de la liste, n égale à 100, si j'arrive à avoir ce genre de message, c'est que les 100 que j'ai prévus ne sont pas suffisants. Et alors, à ce moment-là, il va falloir augmenter la taille. Très bien. Voilà, alors comment on va le faire? On va le faire directement. On va le faire directement ici. Alors, avant de déclarer justement ces variables, on va déclarer les constantes. Ça, alors, on va tout simplement écrire const. Et qu'est-ce qu'on a comme const? C'est l'élément n. N qui est égal, alors c'est, non, c'est pas n, c'est max. Donc, au départ, on peut le mettre à 100, d'accord? Voilà. Donc, au départ, il faut aussi déclarer la taille de la liste. C'est de cette manière-là. C'est une constante, hein, elle ne bouge pas, elle ne va pas varier pendant l'exécution de tous ces algorithmes-là. Maintenant, si on a ce genre de message, liste pleine, tout ce qu'il va falloir faire, c'est de venir ici à ce niveau-là, puisque l'insertion n'a pas pu se faire, on va augmenter à 200, à 500, à 300, comme on veut. D'accord? Voilà pourquoi il faut avoir ce genre de message. Donc, donc là, on a bien vu que tout ce qu'on est en train de faire, c'est le programmeur qui le gère. Donc, ce n'est pas le système. Donc, c'est le programmeur qui prévoit la taille de la liste et qui, justement, fait toutes ces opérations-là. Donc, à chaque fois, c'est très bien de voir si la liste elle est pleine, si elle est vide, pour qu'on puisse par la suite remédier à
à l'action si elle ne peut pas se faire. Voilà, donc ça c'est très bien. Donc si la liste elle est pleine, donc je ne peux pas insérer, donc je vais tout simplement signaler que la liste est pleine et par la suite, donc je vais tout simplement modifier mon programme de cette manière-là. Je modifie tout simplement la taille de ma liste. Elle était à 100, je prévois 300 maintenant. Et en principe, euh, l'élément que j'ai à insérer, cette opération va se faire. Alors, comment elle va se faire? Donc, si la liste n'est pas pleine, donc je prends P, je préserve la tête de la liste, c'est très important. Ensuite, donc, je prévois justement prendre de l'espace libre. Donc, élément de libre, je vais mettre X, l'élément que je vais donc insérer. Et je prends aussi le suivant de cet élément-là parce que cette partie-là va être modifiée. Maintenant, si liste n'est pas vide, parce que si elle est vide, c'est un traitement particulier. Donc, sinon, liste vide, si elle n'est pas vide, donc, je vais faire cette partie du programme. Si elle est vide, ça veut dire que la liste, elle était égale à -1. Donc, il va falloir la modifier. Et donc, vous voyez bien que tête ici, elle va prendre libre. Et libre, hein, on l'a fait ici, il contient X maintenant. D'accord? Et suivant de la tête va être égal à -1 pour tout simplement dire que maintenant notre liste, elle contient un seul élément qui se trouve à tête, qui est libre maintenant. D'accord? Sinon, alors, on va le rechercher. Alors, tant que l'élément de P est inférieur à X, parce qu'on est en train de rechercher dans une liste qui est triée. Donc, on va avoir cette boucle qui va rechercher la position au mètre X. Donc, tant que l'élément de P est inférieur à X et que le suivant est différent de -1, donc tant qu'on n'a pas atteint la fin de la liste, on va tout simplement parcourir cette liste-là en préservant P dans Q et puis en suivant le chaînage. Voilà. Donc, on va faire ça. Une fois qu'on sort de cette boucle-là, on va voir si élément de P est supérieur à X. Donc, ça y est, on a trouvé l'emplacement au mètre X. X, il va être entre l'élément qui lui est inférieur et l'élément qui lui est supérieur. Alors, on va faire donc la chose suivante. Si P est égal à X, il se peut aussi que la liste ne soit pas vide et que l'élément qu'on veut insérer, il va être inséré tout à fait au début. Et donc, si P est égal à tête, donc il va falloir modifier la tête. Donc, on va mettre suivant de libre. Hein. Ce qu'on a gardé ici, il va être égal à tête, puisqu'on va supprimer tête, et tête va être égal à libre. Voilà. Sinon, si l'élément à insérer ne va pas être inséré au début de cette tête-là, on va tout simplement faire ce travail-là. Suivant de libre va être égal à P, suivant de Q va être égal à libre, et c'est la fin. Voilà. Alors, maintenant, si l'élément qu'on veut insérer dans la liste, il est tout à fait, on a parcouru toute la liste et qu'on n'a pas trouvé sa position, c'est que sa position, elle est tout à fait à la fin. Et donc, suivant de libre va être égal à suivant de P et suivant de P est égal à libre. Voilà, donc ça, c'est un algorithme qui est vraiment très important et qu'il va falloir bien travailler si on veut vraiment bien manipuler les listes chez nous. Donc, c'est un conseil que je vous donne et vous risquez d'avoir à l'examen des choses qui se rapportent à ces insertions-suppressions de listes. Voilà. Donc, essayez de le reprendre à tête reposée chez vous.
Alors, un exemple pour vous montrer tout ce qu'on vient de faire. Donc, ici, on a une liste triée de 5 nombres entiers. Donc, voici notre liste au départ. Donc, à la tête, on a l'élément moins 32 qui va être suivi de l'élément 0 qui se trouve à 2. Donc, vous voyez, le chaînage, il est bien respecté. Donc, j'ai moins 32, 0, 12, 78 et 341. Et c'est la fin. Pour marquer la fin de cette liste-là, on va mettre moins 1 au suivant de ce dernier élément. Donc, j'ai moins 32. Il va être suivi par 0, puisque j'ai le chaînage 2. 0 va être suivi de l'élément 12 qui se trouve à 3. L'élément 12 va être suivi de 78 qui se trouve à 4 et 78 va être suivi de 341 qui se trouve à 5. Donc vous voyez que c'est une liste qui est triée. Moins 32, 0, 12, 78, 341. Voilà. On va, dans un premier temps, voir comment insérer le 45 dans cette liste qui est triée. Donc, il faut le mettre 45 entre 12 et 78 si on veut garder le tri de cette liste-là. Alors, regardez comment que ça va se passer. On va tout simplement préserver donc tête, P égale à tête, et on va commencer à chercher sa position dans la liste. Alors, 45, il est supérieur à moins 32, donc on va à l'élément suivant qui est 0. 45, il est encore supérieur à 0, donc on va à 3. 45, donc c'est x, hein, 45. Il est supérieur à 12, donc on va à l'élément suivant, à 4. Et c'est à 4 qu'on trouve que l'élément 45 est inférieur à 78. Alors, comment est-ce qu'on va le placer? On va le placer entre 12 et 78. Donc, on va à libre, qui se trouve à 6. On va mettre x, 45. Hein, c'était la première instruction. Et il faut maintenant jouer, il faut bien travailler les suivants, le chaînage pour pouvoir avoir le 45 entre 78 et 341. Alors, si vous avez suivi bien l'algorithme, on avait préservé le Q. Le Q, c'était 3, de l'élément qui se trouve à 3. Et on avait mis, suivant de Q, on va lui donner justement la position de libre. Parce que maintenant, il va plus être libre. Et le suivant de libre, on va lui donner l'indice de P, qui est 78. Et donc, de cette manière-là, on voit que à la position 3, on a 12 et qu'il est suivi de 6 ici. Donc, c'est 45. Donc, le travail a été bien fait. Et que le 6, l'élément 45, il va être suivi de 4, qui est 78. Et le travail est fait. Donc, vous voyez qu'on a un peu joué sur le suivant de Q, le libre, bien sûr, et le suivant de libre. Et bien entendu, libre a été aussi modifié. Donc là, je vais mettre libre en rouge pour montrer qu'il a été modifié. Donc là, il nous reste que 2 positions de libre. Voilà. Alors, comment s'est faite la suppression? Donc, on prend un exemple. On va voir comment supprimer 78 de cette liste-là. Alors, pour pouvoir supprimer, on va d'abord le rechercher parce qu'il se peut qu'il ne soit pas dans la liste. Donc, on commence toujours par P égale à tête et on commence par le chercher. Donc, 78 étant différent de moins 32, donc on va à l'élément suivant, 0. Donc 78 est différent de 0, on va au suivant qui se trouve à 3. 78 est différent de 12, donc on va à l'élément suivant qui se trouve à 6. Donc 78 est différent de 45, donc on va à l'élément
euh, à l'élément qui se trouve. Ah oui, oui, c'est là, hein, c'est pas. Ça, c'est le résultat. Donc, à 45, on va à l'élément 4 et on compare 78 avec 78. Donc, on le trouve ici. Alors, comment on va le supprimer? On va tout simplement mettre le précédent de 78. Alors, le précédent de 78, c'est le 4. Donc, ce n'est pas comme auparavant. Donc, on va mettre tout simplement le suivant de, euh, de 78. Donc, on va mettre 5 ici parce que c'est le suivant de 78. Et tout compte fait, on va donc avoir la liste suivante, moins 32, 0, 12, et on va directement à 6, 45. De 45, on va à 5, 341, et c'est la fin. Et on voit bien que 78 a sauté. Mais s'il a sauté, c'est qu'il faut aussi mettre à jour libre. Donc on va remettre cet élément-là à libre. Et libre, regardez qu'est-ce qu'on aura dans libre. On aura cet élément-là. Bon, après, on peut l'écraser, hein. Ensuite, on va avoir 7. Voilà. Ensuite, on va avoir 8. Donc, on va avoir 3 éléments. Là, on peut mettre libre à blanc, hein. On peut rajouter ça comme instruction dans notre algorithme. Voilà. Donc, implémentation des listes avec des tableaux, structure statique, prévoir une longueur du tableau suffisamment grande pour pouvoir exécuter toutes les opérations d'insertion à faire au niveau de la liste. Ça, donc ça, on l'a vu hein, quand on a modifié la constante n. Alors, la complexité, on l'a déjà vu pour la recherche, mais la même chose, à rechercher, insérer, supprimer. Au pire des cas, on aura à parcourir toute la liste et à ce moment-là, donc l'ordre, il est de max ici, hein, c'est pas n. Attendez, est-ce que c'est... Oui, non, c'est n. N, parce que max, c'est l'espace qui a été alloué pour la liste et pour l'espace libre. Donc, c'est n. N étant le nombre à la taille de la liste. Alors, ça il faut bien le suivre. Donc, ici, on a vu, ici, la taille de la liste au départ elle est égale à 6 et l'espace libre est égal à 3 et max, c'est 6 plus 3. Donc, le tout, c'est max. D'accord? Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Enfin, il n'y a pas vraiment... enfin, si l'espace libre est trop grand, la différence est flagrante, sinon, elle n'est pas importante. Alors, on va voir comment représenter une liste avec une structure statique, avec un tableau. C'est beaucoup mieux hein, que bon, la représentation à l'aide d'une structure de dynamique. Je sais qu'on vous a peut-être dit que la structure dynamique est meilleure. Parfois, ce n'est pas le cas. D'accord? Alors, comment représenter une liste avec une liste de structure dynamique? C'est cette représentation-là qu'on a. Donc, on retrouve toujours élément suivant, mais il est déclaré comme un enregistrement. Donc, on a un enregistrement qui est fait de 2 champs. Le premier champ, il va contenir l'élément lui-même et le champ suivant qui va servir pour le chaînage. Et donc, on va avoir plusieurs champs de cette manière-là qui s'enchaînent. Et à la fin, on va avoir nil ou nol, hein, comme vous voulez, pour marquer la fin de la liste. La tête, il faut toujours la garder parce que c'est grâce à la tête qu'on va pouvoir rechercher, insérer, etc., accéder aux éléments de la liste. Donc, vous voyez que le principe est le même, sauf que la disposition en mémoire est différente. Alors,
Il faut savoir que cette liste, cette structure dynamique, elle est beaucoup plus gérée par le système, ce qui signifie que ici, le suivant, je ne peux pas le connaître. Le programmeur ne peut pas connaître le suivant. Donc, tous ces éléments-là, on ne peut pas les connaître, le chaînage. Par contre, on peut le demander à tout moment euh, au système. Voilà, donc ça, c'est important à voir. Quand on utilise une structure dynamique, c'est le système qui gère le chaînage. Quand on utilise une structure dynamique, c'est le programmeur lui-même qui gère le chaînage. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître en informatique. Donc, la liste dynamique utilise la structure d'enregistrement et la notion de pointeur. Alors, quand je parle de chaînage, c'est le pointeur. Un enregistrement est constitué de 2 ou plusieurs champs contenant l'ensemble de l'information de la liste. Alors, dans notre cas, 2 champs sont spécifiés, éléments et suivants. Le champ élément contient un élément de la liste. Par contre, l'élément, bon, le programmeur, il peut le connaître à tout moment. En l'occurrence, un entier. Le champ suivant indique le chaînage établi entre les éléments de la liste. À la différence de la structure statique du tableau, le chaînage est géré par le système, de même que l'espace requis pour les opérations d'insertion et l'espace libéré par les opérations de suppression. Donc tout ce qui est libre, c'est aussi géré par le système. La fin de la liste est indiquée, indiquée à l'aide de la valeur nil affectée au champ suivant. Voilà. Donc ça, c'est une liste qui est faite à base de structures dynamiques. Maintenant, on va revoir tous les algorithmes qu'on a vus, mais en adoptant une liste, donc une structure dynamique. Alors, on commence à partir de l'initialisation, d'abord par la déclaration de la liste. Une liste, c'est un enregistrement qui est fait de 2 champs, élément qui contient un entier, et le suivant qui pointe sur la liste. Voilà, c'est ça la différence. Fin. Et puis on commence par déclarer la tête qui est de type pointeur vers cette liste-là. On vient de voir que la liste, c'est un pointeur. Alors, comment initialiser la liste? Donc, tout à fait au départ, on suppose qu'elle est vide, donc tête et reçoit nil. Et puis, liste vide, les vides, c'est la tête est égale à nil. Hein, donc, si tête égale à nil, alors retournez vrai, sinon retournez faux. Alors, différence entre la structure statique de tableau et la structure dynamique, c'est au niveau de l'allocation de la mémoire. Statique, dans le cas du tableau, l'allocation de la mémoire est gérée par le programmeur. Ça, on l'a vu. La taille du tableau est déclarée dans le programme et le débordement est contrôlé également par le programmeur pour éviter les effets de bord. Alors, on teste toujours si la liste est vide ou si la liste est pleine. Dans le cas dynamique, l'allocation se fait par le système à chaque fois que le programme nécessite de la mémoire pour construire la liste. Donc ça, on va le voir particulièrement dans ce cas de figure. Alors, quand on va rechercher un élément dans une liste non triée, donc on a la tête qui a cette déclaration et on recherche X. Et en sortie, on va voir si X, bien sûr, existe, la position de X dans la liste. Donc, on déclare P, hein, toujours pour préserver la tête. P, donc, c'est un pointeur de liste. Si la liste est vide, alors signaler liste vide. Donc, il n'y a rien là à rechercher. L'élément n'existe pas. Sinon, on va donc parcourir la liste de cette manière-là. Vous allez voir que l'ossature est exactement la même que celle qu'on a vue pour le cas du tableau. C'est l'écriture de ces éléments-là qui va être un peu différente.
Donc, on va avoir une boucle qui va nous rechercher X. Et donc, tant que P de l'élément pointé par P est différent de X et que le suivant pointé par P est nil, on va donc avancer dans le chaînage. P reçoit P suivant de X, de P. Si on trouve, ça veut dire que P, l'élément qui est pointé par P est égal à X. Alors, on va retourner P, c'est la position de cet élément dans la liste. Sinon, on va signaler que X n'existe pas parce qu'on a atteint la fin de la liste et qu'on ne l'a pas trouvé. Alors, maintenant, on va insérer dans une liste triée. Vous allez voir que à quelques instructions près, tout l'algorithme a la même ossature. C'est tout à fait normal parce qu'on raisonne exactement de la même manière pour rechercher un élément dans une liste. Alors, on va ici insérer. Donc, en entrée, on a texte qui est de type pointeur de liste et on recherche un X qui est entier. En sortie, on va avoir texte qui peut vraiment changer si on va placer le X tout à fait au départ. Et on va avoir besoin de P, de Q et de libre qui sont des pointeurs de liste. Alors, on commence par préserver tête, donc P reçoit tête. Et on commence par demander un enregistrement au système. New libre. Hein. On va lui demander un enregistrement qui est libre. Et ensuite, une fois qu'on aura cet enregistrement-là, on va mettre X dans libre, hein, à la place élément. Voilà, donc ça c'est différent de ce qu'on avait vu précédemment, parce que ici c'est le système qui gère l'espace libre. Donc on a juste à lui demander, c'est une instruction new libre et il va nous donner donc un enregistrement de libre et c'est à nous de le gérer. Donc la première des choses à faire, c'est de mettre X à élément. Maintenant, le suivant, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre par la suite. Parce que tout dépend de la position de X dans cette liste-là. Donc, si liste d'abord elle est vide, alors on va mettre tête à libre. À libre, c'est l'élément qui nous a été alloué par le système. Et libre, point suivant, donc vous voyez que c'est maintenant qu'on va pouvoir connaître sa valeur, on va le mettre à nil, parce que si liste était vide et qu'on veut insérer X dans cette liste-là, la nouvelle liste, elle va contenir une liste avec comme tête libre et le suivant nil et X comme élément de cette liste-là. Donc ça, c'est dans le cas où la liste est vide. Dans le cas où elle n'est pas libre, elle n'est pas vide, pardon, on va tout simplement rechercher X. Il s'agit d'une liste triée, donc tant que l'élément pointé par P inférieur à X, et tant que le suivant pointé par P, P c'est l'élément courant, différent de nil, on va avancer, tout en préservant l'élément précédent. Voilà, donc Q reçoit P et P reçoit le suivant de P. Voilà, ensuite, une fois qu'on sort de cette boucle, on va voir si l'élément qui se trouve à P maintenant est supérieur à X. Ça veut dire qu'on a trouvé l'emplacement de X. Donc, il faut insérer ce X à cette position-là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Libre de suivant. Alors, l'élément qui nous a été alloué, on va lui donner comme chaînage le P, hein, puisqu'on veut insérer à cette position-là, et le Q point suivant reçoit libre. Sinon, si on ne le trouve pas, ça veut dire que l'élément il se trouve tout à fait à la fin, et donc on va gérer de cette manière-là. On va mettre libre, point suivant reçoit P point suivant, c'est le dernier élément, hein, c'est P point suivant égale à nil.
et que P point suivant reçoit libre. Voilà. Donc, vous voyez que le raisonnement est exactement le même, sauf que, bon, ici, c'est des pointeurs qui sont beaucoup plus gérés par le système. Si on veut supprimer un élément X d'une liste non triée, bon, c'est un peu pareil. Donc, en entrée, on a tête, pointeur de liste, X entier. En sortie, on a tête parce que c'est possible que cette tête change. Et comme variable, on va utiliser P et Q de type, bien sûr, pointeur de liste. Alors, la suppression, elle va se faire de la manière suivante. Alors, si liste est vide, on va signaler que la liste est vide parce qu'on n'a rien à supprimer. Sinon, on va préserver la tête et on va donc avancer pour trouver cet élément X. Mais là, c'est différent hein, puisqu'elle est non triée. Donc, tant que P, l'élément pointé par P est différent de X et que le suivant est différent de nil, faire, donc on avance tout en préservant donc ce P. Maintenant, quand on sort de cette boucle, si l'élément pointé par P est égal à X, donc c'est celui-là qu'il faut supprimer, alors comment on va faire? Du moment qu'on a préservé le précédent, le prédécesseur. Donc, on peut faire le travail. Mais avant cela, on va d'abord vérifier si P n'est pas égal à tête. Parce que si P est égal à tête, c'est-à-dire qu'on va supprimer le premier élément de la liste, à ce moment-là, il va pouvoir faire mettre à jour le tête. Donc, tête, ça va être P point suivant. Sinon, si ça ne se trouve pas au niveau de la tête, à ce moment-là, on va mettre le précédent Q point suivant égal à P point suivant. Et de cette manière-là, donc, on se débarrasse de ce X de la liste. Sauf que là, ce qu'il faut rajouter, c'est de libérer P. Parce que on vient de le supprimer, on ne va pas le laisser comme ça. On va dire au système, donc là encore, c'est une instruction du système, libérer P, c'est le système qui va mettre ce P dans cet espace libre. Donc vous voyez, tout à l'heure, pour insérer, on avait besoin d'un nouveau, et maintenant pour supprimer, une fois qu'on supprime, on le libère et on le signale au système. On a libéré cet espace-là, donc on peut l'utiliser pour autre chose. Enfin, c'est le système qui va l'utiliser. Voilà, et donc ici on ne le trouve pas, donc on va mettre tout simplement X n'existe pas dans la liste. Voilà, donc ça aussi c'est à bien étudier dans les deux cas. On va voir sur le même exemple de tout à l'heure, mais avec la structure de dynamique. Alors, regardez comment représenter la liste avec les éléments moins 32, 0, 12, 78, 341. Donc ça, c'est une liste qui est triée. À la fin, on va mettre nil pour dire que c'est la fin de la liste. Alors, ces pointeurs, on ne les connaît pas. Hein. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'il y a un vide. Il y a juste une flèche pour dire que c'est un pointeur qui va pointer sur cet élément-là, etc. Et bien entendu, il faut toujours mentionner la tête. Et vous voyez bien que la tête, c'est un pointeur vers cette liste-là. Alors, quand on va insérer 45, on va faire la chose suivante. On va mettre P à tête, donc tête ne change pas. On va comparer 45 à moins 32. C'est supérieur, donc on va passer à l'élément suivant. Grâce à ce chaînage-là. D'accord? L'élément suivant, c'est 0. 45 est supérieur à 0. Donc, on va à l'élément suivant. 45 est supérieur à 12, on va à l'élément suivant. Et l'élément suivant, il est plus grand que X, donc c'est là qu'il faut le mettre, le 45. Donc, quand on appelle... alors, ici, oui. Alors, quand on appelle nouveau, donc quand on demande un élément nouveau au système, il va nous donner en principe ici... Attendez, on va le faire correctement.
Normalement, c'est split. Alors, number of column, two number. Voilà. Et donc là, je vais juste. Bon, alors, je vais. Ah oui. Voilà, là c'est plus correct. Donc, je demande au système, il va me donner un enregistrement qui est fait, un enregistrement qui est fait de cette manière-là, élément et suivant. Donc, on a commencé par mettre X45 dans élément, dans ce nouvel enregistrement. Et donc, on a changé, puisqu'on a trouvé, ça c'est le Q. Hein. Suivant de Q, il va pointer vers cet élément-là qu'on a appelé libre, si vous vous rappelez. Et puis, ici, on a mis le suivant de 12, donc il va pointer vers cela. Donc, de cette manière-là, on voit bien qu'on a bien inséré 45 à la bonne place. Parce qu'il s'agit d'une liste qui est triée. Donc, on a moins 32, 0, 12, 45, 78, 341. Maintenant, quand on va supprimer le 78, on va faire pareil. On commence toujours par mettre P à tête et on commence par le rechercher. Mais ça va se passer ici. Hein, ça, c'est le résultat. Donc, 78 étant supérieur à 32, donc on va au suivant. Il est supérieur à 0, on va à 78. Il est supérieur à 45, on va au suivant. Et c'est là qu'on va le trouver. Voilà, c'est tout va se passer à ce niveau-là. Et donc, quand on le trouve, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre le précédent, c'est 45, hein, ce n'est plus 12. Donc, on va mettre ici le suivant, il va pointer directement vers le suivant de 78. Donc, on va avoir ce chaînage-là. Et je mets tout ça en rouge pour dire que ça, il faut libérer. Hein. Donc, ça, il va appartenir à l'espace libre. Donc, il faut signaler au système qu'on libère tout cet enregistrement-là. Voilà. Donc, ça va se passer de cette manière-là. Et comme tout à l'heure, hein, alors là, ici, j'ai pas mentionné de complexité, mais la complexité, elle est de l'ordre de n, n étant la taille de la liste. Vous avez des questions? Donc, tout ce qu'on vient de voir, ça concerne les listes chaînées qu'on peut implémenter avec soit une structure statique comme le tableau, et à ce moment-là, c'est le programmeur qui va gérer les chaînages. Sinon, on peut utiliser une structure dynamique et les chaînages vont être tout simplement gérés par le système. Bien. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va dire que c'est compris. Allez, on continue. Oui, c'est compris. Comment? J'ai compris, madame. Très bien. Ok, mais je vous demande quand même de revoir chez vous à tête reposée tout ce qu'on vient de faire, hein, parce qu'on gère deux listes à la fois, libre, et puis la liste, la tête. Donc ça, c'est vraiment important à bien maîtriser. Allez, maintenant, on passe à la deuxième structure. On a vu qu'on a 4 structures élémentaires qu'on utilise pratiquement tout le temps en informatique. Et donc là, on va aborder les... Alors, tout à l'heure, j'ai donné un exemple concret de liste chaînée. C'est une liste d'un personnel, des personnes recrutées dans une entreprise, par exemple. Et donc, la liste, on peut la trier par date de recrutement.
Et donc, souvent, donc, au fil du temps, bien sûr, c'est des choses qui se font dans le temps. On peut supprimer des personnes, on peut insérer d'autres, on peut rechercher aussi si on a une personne dans une liste, etc. Donc, vous voyez bien que ces listes, elles servent vraiment à résoudre des problèmes dans la vie réelle. Alors, les queues au fil d'attente, elles sont aussi très, très, très importantes. Alors, le concept de queue au fil d'attente est utilisé lorsqu'on partage une ressource entre plusieurs utilisateurs ou processeurs. Vous avez fait de l'informatique, donc vous savez bien que à un moment donné, pour gérer les processus, on va les mettre en attente, par exemple, pour, euh, pour une imprimante, pour imprimer. Alors, pourquoi justement on va les mettre en attente? Donc, on a des processus qui sont en train de s'exécuter en mémoire. Donc, ils sont exécutés, bien sûr, par le processeur, par l'unité arithmétique et logique. Et puis, à un moment donné, quand ces processus demandent à imprimer ou à lire, on va les mettre en attente. Est-ce que vous savez pourquoi on va les mettre en attente? Bon, parce qu'ils partagent la ressource, ils vont partager l'imprimante, par exemple. Mais pourquoi, justement, il faut qu'ils attendent l'imprimante, mais au niveau du processeur, ils n'ont pas besoin d'attendre le processeur, on continue à les exécuter. Ça, c'est une question en système d'exploitation. Vous avez vu ça pour les systèmes d'exploitation. On ne peut pas utiliser l'imprimante pour deux, on va dire, documents imprimés en parallèle. Oui, alors pourquoi? Ouais, alors pourquoi justement? Donc on peut pas effectivement très juste, donc on peut pas utiliser une imprimante en parallèle. Et alors à ce moment-là, on a la file d'attente. Il faut qu'ils attendent parce qu'on a une seule ressource. Si on avait plusieurs imprimantes, peut-être qu'on aurait pensé à dispatcher tous les processeurs en attente sur les différentes imprimantes. Ça se fait hein, dans certains cas. Mais ici, on a une seule imprimante. Et donc, il faut qu'ils attendent. Ben, tout simplement, il faut savoir, ça c'est très important en informatique, que l'imprimante, elle est très lente par rapport au processeur. Le processeur, il est très, très rapide. Donc, il peut exécuter beaucoup de choses à la fois. Par contre, l'imprimante, elle est lente. Hein. Donc, vous savez, quand on va imprimer, c'est vraiment à l'échelle humaine. Hein. Donc, quand on voit l'impression qui se fait, ça se fait en secondes. Alors que le CPU, lui, il travaille en micro secondes et même en nanosecondes. Il est très, très rapide. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est des choses normalement qu'on vous enseigne, mais il faut toujours se poser ces questions qui sont vraiment très, très importantes. On attend l'imprimante parce qu'elle est plus lente que le CPU. Voilà pourquoi on a une file d'attente. Donc l'affectation de la ressource repose sur la stratégie FIFO. Quand on attend, c'est le first in, first out. Ça, c'est clair. La queue, c'est comme ça qu'elle qu'elle est gérée. On peut avoir aussi une file d'attente des humains hein, quand on va pour un guichet. Donc, il y a une file qui se constitue et c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui est servi, logiquement. Une queue est une liste particulière dédiée pour répondre à la stratégie FIFO, qui consiste à insérer un nouvel élément en fin de queue et à retirer le premier élément de la queue. Donc ça, c'est cette stratégie-là qui impose qu'on ait deux pointeurs ou deux indices
un indice qui nous indique le premier de la liste et un autre le dernier. Pourquoi? Parce que quand on insère, quand il y a quelqu'un qui arrive, il va se mettre en dernier. Donc, on aura juste à écrire une instruction pour le mettre en dernier. Et quand le premier est servi, on le retire de la liste. Elle peut donc utiliser soit des tableaux, soit des listes dynamiques pour sa représentation, comme on l'a vu tout à l'heure, parce c'est une liste chaînée avant tout, mais elle est particulière, cette liste, la queue. La queue, et donc elle va être gérée différemment. Elle va être gérée beaucoup, beaucoup plus facilement que pour les listes chaînées où on n'a que la tête pour pouvoir accéder à tous les éléments. Là, on a deux positions, la position du premier, la position du dernier, qui vont beaucoup faciliter les opérations d'insertion et les opérations de suppression, enfiler et défiler. Alors, afin de mieux gérer les insertions et le retrait d'éléments selon la stratégie FIFO, 2 pointeurs de tableau sont nécessaires. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on représente une liste. Une queue. Alors, une queue, elle est beaucoup, beaucoup mieux représentée à l'aide d'un tableau qu'à l'aide d'une liste. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, les tableaux sont parfois mieux indiqués que la structure dynamique. Et alors, vous voyez qu'elle est très simple à représenter avec un tableau. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin de chaînage ici. On a besoin juste à connaître le premier qui est dans la liste, le premier élément, A1 ou A premier, et le dernier. Bon, là, je peux mettre A1. Bon, alors, je suppose que j'ai A1. Et le dernier de ma liste, c'est AN. Bon, je peux les appeler comme je veux. Hein. Alors, le premier élément de ma queue ou de ma file d'attente, c'est A1. Le dernier, c'est AN. J'aurais besoin de ces deux indices. Et puis, j'aurais, comme c'est une structure statique, j'aurais besoin de gérer aussi l'espace libre. D'accord? Et donc, quand j'insère ici, donc à libre, donc vous voyez bien que libre vient juste après le dernier pour pouvoir insérer des éléments. Donc, je vais les insérer dans cette partie assurée qui est libre. Mais quand j'arrive à max moins 1, et si je dois encore insérer, là, je vais au départ parce que je peux aussi avoir de l'espace ici. Donc, vous voyez bien que c'est un tableau, mais c'est un tableau particulier, c'est un tableau circulaire. Donc, une queue peut être représentée par un tableau et deux indices caractérisant les positions du premier et du dernier élément. Le chaînage n'est pas nécessaire, car l'insertion se fait à la fin de la queue et l'extraction d'un élément s'effectue du début de la... On n'a pas à faire le chaînage pour arriver au dernier ou pour avoir... D'accord? Donc ici, le dernier, il est indiqué. Donc, on n'a pas besoin de chaînage, d'où la structure de tableau, elle est vraiment appropriée. Le tableau appelé queue peut contenir jusqu'à max éléments. Il peut être vu comme un tableau circulaire. La partie remplie, la partie donc de la queue, s'étend de premier jusqu'à dernier, et la partie vide de libre jusqu'à premier moins 1. Alors, la partie vide, elle peut s'étendre de libre, hein, la position libre, ou l'indice libre jusqu'à premier moins 1. Premier moins 1, c'est-à-dire celui qui précède le premier. Donc, les cases assurées correspondent à des cases vides. Voilà, c'est comme ça c'est la meilleure façon de représenter une queue. Alors, pour l'initialisation, on va mettre max à 200. Donc, ça, c'est une constante. Hein. Le premier, on va le mettre à 0, le dernier à 0 et libre à 0 pour dire qu'on n'a pas de queue. D'accord? Alors, queue vide. Alors que c'est un tableau, donc vous voyez bien que c'est un tableau entre 0
et max moins 1 d'entier. Ça, c'est tout à fait... Donc ça, c'est la déclaration. Et premier, dernier, libre, ils peuvent aller de 0 jusqu'à max moins 1. Donc il n'y a plus l'histoire de moins 1 ici. Hein. C'est 0 jusqu'à max moins 1. La sortie, vrai ou faux, si la queue est vide. C'est vrai, si la queue n'est pas vide, ça va être faux. Donc si premier est égal à libre et dernier égal à libre, alors retournez vrai, c'est que la queue est vide. Sinon, retournez faux. Donc ça, c'est tout à fait au départ, la liste. La queue est vide. Si elle est pleine, donc on va juste tester si libre est égal à premier et dernier égal à premier moins 1. C'est-à-dire tout est occupé. On n'a rien avant premier et on n'a rien après dernier. Bien sûr, c'est des opérations qui vont se faire modulo max. Alors, on va retourner vrai, sinon on retourne faux. D'accord? Alors, pourquoi modulo max? Parce que je peux avoir libre qui est égal au dernier, max plus 1, alors que c'est normalement 0 puisque c'est circulaire. Alors ça, il faut vraiment reprendre chez vous pour bien comprendre justement cette structure-là. D'accord? Alors, quand on va rechercher un élément, bon, c'est une opération qu'on peut faire, mais en réalité, elle ne va servir à rien du tout. Je veux savoir si j'ai quelqu'un dans la liste. Oui, peut-être, je veux savoir si j'ai quelqu'un qui est en train d'attendre pour justement une ressource ou un guichet. Bon, je peux le faire. Alors, en entrée, j'ai bien sûr la queue, qui est un tableau de 0 jusqu'à max moins 1 d'entier. Et le premier et le dernier, bien sûr, sont les indices du premier élément et du dernier élément respectivement. Et X, bien sûr, c'est l'élément que je recherche. En sortie, je vais avoir la position de X dans la queue, s'il existe, bien sûr. Alors, je commence à déclarer P comme entier. Trouve un booléen. Alors, début. Sinon que vide. Bien sûr, si la queue n'est pas vide, si elle est vide, je peux rien faire. Donc, j'aurai juste à signaler que la queue est vide. Sinon, je vais mettre trouve à faux. Je ne le trouve pas. Et je commence à mettre P premier. Donc, tant que non trouve et P est différent du dernier, je vais le rechercher. Donc, si que de P est égal à X, alors trouve reçoit vrai. Sinon, P reçoit P plus 1 modulo max. Donc, à chaque fois, vous voyez, quand on incrémente l'indice, il faut rajouter modulo max parce que, comme c'est circulaire, on risque de remonter en haut de la queue. Donc, si je le trouve, alors retournez P, la position. Sinon, signaler X n'existe pas dans la queue, tout simplement. Quand j'insère, c'est simple. Insérer, c'est enfiler. Donc, c'est la procédure enfiler. Enfiler, je connais le dernier et j'enfile. Donc, j'ai ma queue, toujours qui est un tableau de 0 jusqu'à max moins 1 entier. Premier, dernier, libre. C'est des indices qui se trouvent entre 0 et max moins 1. Et X, bien sûr, l'élément que je veux insérer ou que je veux enfiler. En sortie, je vais avoir toujours ma queue. Mes premiers et derniers et libres peuvent justement être modifiés. Donc, si queue est pleine, je ne peux pas insérer, donc je signale que pleine. Sinon, c'est une opération qui va être, vous voyez, très simple. Si queue est vide, alors le premier va recevoir libre. Et sinon, donc dans tous les autres cas, je vais mettre que libre. Donc je prends un libre, je vais mettre X. Le dernier, ça va être libre. Et libre va être incrémenté de 1. Donc libre soit libre plus 1 modulo max. Voilà. Donc c'est très
simple à faire. Et la complexité. Alors, qui peut me dire quelle est la complexité de cette opération-là? Alors, vous avez vu ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, c'est... Bon, ça c'est un test, donc c'est une opération. J'ai mis à la place libre de la queue, j'ai mis X. J'ai mis à jour le dernier puisque je viens d'insérer. Donc le dernier, il est à libre. Et libre, je vais décaler d'un cran. Donc libre soit libre plus 1 modulo max. C'est tout ce que je fais comme opération pour enfiler un élément dans ma queue. Quelle est la complexité ici? Vu qu'il n'y a que 3 instructions dans le cas où... Très bien. 3 instructions, alors c'est? Voilà, donc c'est une complexité de 3. Voilà, au lieu de dire 3, alors on va voir ça, ça s'exprime en O de 1. O de 1. O de 1, voilà, exactement. Voilà. O de 1. Les instructions, exactement. si affectation. Donc, vous voyez que par rapport à la liste chaînée, on gagne beaucoup. Hein, c'est juste aller à la fin et placer l'élément qu'on veut insérer. D'accord? C'est O de 1. Très bien. Alors, pour la suppression, supprimer, donc là, c'est défiler. Donc, on va s'occuper de l'élément qui se trouve en premier parce que c'est lui qu'on doit évacuer. D'accord? Et donc, vous allez voir que, bon, il faut toujours tester si la queue est vide, donc il n'y a rien à faire. Donc, on signale juste que la queue est vide. Sinon, le X, ça va être celui qui se trouve en premier. Donc, queue de premier. Et puis, bien sûr, on va mettre à jour le premier. Donc, premier reçoit premier plus 1, mais toujours modulo max. Et si premier est égal à libre, alors il faut mettre aussi à jour le dernier qui va être égal à libre. Retourner X. Et donc là, on voit bien que c'est la complexité, elle est également de l'ordre de O de 1. D'accord? Parce que on n'a que des affectations et puis des instructions. Donc, en tout, on peut avoir au maximum 3 instructions, comme votre camarade. Là, c'est bien vu. Voilà. Alors, regardez comment que ça se passe sur l'exemple. Alors, je prends toujours les mêmes éléments. J'ai moins 32, 0, 12, 78 et 341. Donc là, je vais les mettre dans un tableau et je vais signaler le premier et le dernier. Alors, tout à fait au départ, je mets 32 à 0 et je mets les autres l'un après l'autre. Et le dernier, donc, il va se trouver à la position 4 ou à l'indice 4. Et puis là, je suppose que j'ai un seul élément libre qui se trouve à 5. Alors, quand j'insère 45, alors je vais le mettre tout à fait en dernier. Hein? Donc là, j'enfile. Insérer, c'est enfiler. Et tout ce que j'ai à faire, vous voyez bien, c'est que je le mets quand même à la place de libre. Hein. Donc, le dernier, il faut le mettre à jour. Donc, ce n'est plus 4, mais c'est 5. Mais il faut aussi mettre à jour libre. Libre, ça va être 5 plus 1, 6 modulo 6, parce que j'ai 6 en tout max. Ça va me donner 0, donc il va remonter ici. Et donc là, j'aurai libre est égal à premier est égal à 0, ce qui veut dire que la queue, elle est pleine et qu'il n'y a plus d'espace libre. Quand je veux supprimer, alors qu'est-ce que je suis? Eh oui, supprimer ici, c'est clair qu'on va supprimer, on va défiler, on va supprimer celui qui se trouve à la tête. Donc j'ai toujours cette configuration-là. Et donc le libre, il va être là.
Et comme je défile le moins 32, c'est le premier qu'il faut mettre à jour. Donc, premier reçoit 0 plus 1 modulo 6, ça va être égal à 1. Donc, le premier, il va être là. Et c'est tout, hein. Donc, on ne touche pas aux autres. Et le moins 32, il va être dans la zone libre. Et donc, vous voyez que c'est vraiment 2, 3 maximum instructions à faire. Et donc, on touche ici juste au niveau du premier. Là, c'est le dernier. Et c'est parfait. Voilà. Donc, les queues, c'est comme ça qu'on les implémente. Bon, on peut toujours les implémenter avec une structure dynamique pour ceux hein, qui sont un peu, disons, qui aiment bien les structures dynamiques, mais c'est pas bon parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ce chaînage-là. Donc, vous voyez que c'est un peu plus lourd. Alors, si on doit utiliser cette liste structure dynamique, il faut toujours, bien sûr, ce qui est important, c'est de d'identifier le premier et le dernier élément, d'accord? Le chaînage, c'est les données par le système, et la déclaration, ça va être que c'est un enregistrement de premier et de dernier. Voilà, c'est des pointeurs de liste, fin. Et puis, bon, on initialise de cette manière-là. Hein. Le premier est égal à nil, le dernier est égal à nil. Et puis, quand c'est vide, c'est que les deux sont nil et donc on retourne vrai, sinon faux. Quand on recherche, euh, alors la recherche par contre, elle est de complexité égale à la taille de la queue, parce que là, on est obligé d'avoir une boucle qui va nous rechercher ce X-là. Donc, tant qu'on ne l'a pas trouvé, donc trouve reçoit faux au départ, et que P n'est pas... Alors là, c'est un peu en retard, hein, celui qui arrive. Bon, celui qui arrive, il fera le TD avec nous. Et donc, tant que on n'est pas arrivé à la fin, donc on va... voilà, on va avancer. Alors, tant que l'on trouve, tant qu'on l'a pas trouvé, et P différent de nil, alors faire, normalement ici, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui manque, c'est P de, P reçoit P point suivant. Alors, quand on sort de la boucle, on va voir si P est égal à n. Alors, on l'a trouvé, on le met à vrai. Sinon, ah non, 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 c'est tout à fait correct. Non, non, c'est tout à fait correct. Donc, tant que non trouve, si je ne le trouve pas et que je ne suis pas à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Si le P de l'élément est égal à X, alors je mets trouve à vrai, sinon j'avance. Voilà, très bien. Donc, ensuite, une fois que la boucle, elle est sur ces deux lignes-là. Donc, une fois que je sors de la boucle, je vais voir si trouve, si je l'ai trouvé. Alors, je retourne la position, sinon je signale que X n'existe pas dans la queue. Voilà, donc c'est simple à faire. Complexité du moment qu'on a une boucle. Le pire cas serait que X ne se trouve pas dans cette queue, pardon, et que donc on a à parcourir tous les éléments de la queue. Donc c'est O de n, n étant la taille de la queue. Alors l'insertion, par contre, elle va se faire comme on l'a vu pour le cas du tableau, mais là, la différence, c'est qu'on doit demander un enregistrement au système, nouveau P, on va mettre X sur le champ élément et on va mettre le suivant nil parce que c'est tout ce qu'on a à faire et puis on va faire le chaînage. Donc si que dernier est différent de nil, alors que du dernier suivant est égal à P, sinon que point premier égal à P et que point dernier égal à P. Donc ça c'est aussi à peu près ce qu'on a vu pour les tableaux, mais écrite avec les pointeurs hein, et les listes. Donc, mais la complexité est la même parce que en tout, on a 4 instructions
à exécuter. Donc, c'est de l'ordre de O de 1. Alors, la suppression, donc, on va s'intéresser au premier. Donc, sinon que vide, on fait ce traitement. Sinon, on signale que la queue est vide. Et donc, on prend le premier. Que point premier égale à que point premier, point suivant. Donc, ça, c'est la suppression. Hein. Donc, on positionne P au niveau du premier. On avance dans la queue. Et donc, là, on a juste une précaution à prendre. Si on a, une fois qu'on a avancé, si le premier est égal à nil et que le dernier est égal à nil, ça veut dire que la queue est vide. Alors, on retourne le premier et on libère le P. Alors, voilà la différence avec le statique, c'est que le programmeur gère l'espace vide, mais là, une fois que c'est géré, on doit libérer pour le système l'élément P. Voilà. Alors, sur l'exemple, donc j'ai moins 32, 0, 12, 78. Donc, la même chose, mais c'est une structure qui est dynamique. Donc, j'ai un chaînage. Alors, quand j'insère à la fin, donc c'est très simple. Donc, je demande au système de me donner un enregistrement. Dans cet enregistrement qui est nouveau, je vais mettre 45. Et je vais mettre, donc ça va être le dernier élément. Et là, je mets à jour le chaînage. Donc, le dernier, il va pointer vers cet élément-là qui est nouveau. Et bien sûr, je mets nil pour dire que c'est le dernier. Et le dernier, il va pointer vers cet élément que je viens d'insérer. Quand je supprime, donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets à jour juste, d'abord, je prends l'élément, donc x, c'est moins 32, et puis je mets à jour premier, donc il va pointer sur l'élément qui suit, et c'est tout, pratiquement, tout le reste ne change pas. Donc, vous voyez bien que c'est O de 1 ici, O de 1 ici, on a juste quelques instructions à écrire, mais il faut bien les écrire pour éviter tous les effets de bord. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là et puis la prochaine fois, on va continuer pour voir les piles et les ensembles qui sont aussi des éléments élémentaires très importants à utiliser dans nos algorithmes. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va faire une pause et on revient pour le TP. C'est bon? D'accord. Ok, alors à tout à l'heure. On va prendre 10 minutes à peu près pour la pause. Ok. Alors, je vais